Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le 5 mars 2014 et j'ai le plaisir de vous présenter notre émission Le Fait du jour. Vous le savez, tous les quelques mois, nous invitons Jean-Christophe Monique à nous faire part de ses observations sur l'actualité. Jean-Christophe Monique qui est un des meilleurs experts français. Pardon Jean-Christophe, vous êtes le meilleur. Oui, je ne vais pas vous vexer. non, alors j'étais outré, j'allais sortir. Voilà, et même j'ajoute le seul. Oui, tout à fait. Et donc Jean-Christophe Monique, nos téléspectateurs connaissent bien puisque ça fait de longues années que nous collaborons ensemble et que nous nous efforçons d'apporter un certain nombre d'informations à nos concitoyens. Donc nous faisons aujourd'hui, comme nous le faisons d'habitude, un point de l'actualité, une actualité qui effectivement nous donne beaucoup à réfléchir. Encore qu'à mon avis, la réflexion est déjà terminée. Je crois que nous avons une opinion bien formée, mais enfin, nous allons quand même essayer d'expliciter. Donc, Jean-Christophe, bonjour. Bonjour Claude. Et nous allons effectivement voir un peu les trois aspects de la crise qui frappe actuellement la France, enfin l'univers, puisque vous avez une crise mondiale qui est en train de s'apaiser quand même, d'une certaine manière, mais de façon quand même un peu aléatoire quand même. Une crise européenne qui, elle, est loin d'être résolue, et puis surtout une crise française qui est, peut-on le dire, la crise la plus grave du monde développé. Alors, Jean-Christophe, on parlera peut-être un petit peu de politique, mais je pense que c'est même indispensable dans la mesure où, sans action politique, il n'y a aucune chance de réduire, en quoi que ce soit, les difficultés économiques. Ça, c'est certain que tout passera par un changement complet de politique économique. Cependant, essayons de voir un peu plus clair dans cette grande crise que nous traversons actuellement. Est-ce qu'à votre avis, la crise mondiale est déjà en partie apaisée, résolue, je ne crois pas. Qu'en pensez-vous ? Non, alors j'aurais un point de vue qui sera différent pour le coup de la plupart des médias, c'est-à-dire je ne pense pas un seul instant que la crise mondiale soit apaisée. Nous n'en sommes qu'au début. Le monde ne tient... En fait, c'est une crise qui n'est pas une crise du capitalisme, contrairement à ce qu'on dit, puisque ceux qui ont des capitaux n'ont pas de problème. Par contre, c'est une crise de la dette, c'est une crise de l'endettement, et c'est une crise de la finance. Et c'est une crise aussi qui a été provoquée par les États, qui ont créé des bulles en abaissant massivement les taux d'intérêt, mais dès le début des années 90, ce qui a permis à l'économie mondiale de connaître une croissance fort soutenue pendant 17 ans jusqu'en 2007, mais cette croissance était artificielle, elle était gonflée parce que les taux d'intérêt étaient fixés de manière beaucoup trop basse par la Réserve fédérale et puis la Banque centrale européenne, la Banque du Japon, les principales grandes banques centrales. Donc nous avons, enfin les banques centrales et les États ont créé des bulles, ces bulles ont partiellement éclaté en 2007 et le système depuis 2007-2008 ne tient que parce que la plupart des grands pays du monde, que ce soit les États-Unis, l'Angleterre, le Japon, etc., font marcher la planche à billets et donc à travers cette technique qu'on appelle le quantitative easing, qui est une technique, je crois, mortifère. Je crois que c'est l'arme de destruction massive économique. Et c'est une finance devenue folle, des États devenus fous, qui essayent absolument de tenir en imprimant une masse colossale de billets pour renflouer des banquiers qui ont fait n'importe quoi, mais qui ont en cela été incités fortement par les États. Et donc tous ces gens qui sont irresponsables, continuent et sont en train de sacrifier la valeur des monnaies et la finance planétaire et bien sûr demain l'économie mondiale. Donc les États-Unis ne tiennent que parce qu'on a un quantitative easing. Alors ce quantitative easing est en train de se réduire en quantité, mais ils étaient pour le QE3, donc il y a eu 3 politiques de quantitative easing. Le QE3 était de 85 milliards de dollars par mois, donc il faut comprendre que les États-Unis d'Amérique ne tiennent que parce que les Américains impriment 1000 milliards de dollars de faux billets en quelque sorte chaque année, et que ce n'est qu'avec cet artifice que l'État américain ne s'effondre pas et que leurs banques ne s'effondrent pas. Donc c'est un artifice complet. Alors ils sont en train de le réduire. Au mois de janvier, ils sont passés à 75 milliards. Au mois de février, ils seraient descendus à 65.
mais il faut arriver à zéro. Et puis une fois qu'ils seront à zéro, c'est-à-dire qu'il faut arrêter de financer l'État américain en faisant marcher la planche à billets, une fois qu'ils seront à zéro, il faudra que tous les bons du Trésor qui ont été achetés par la Réserve fédérale, et il y en a pour plus de 4000 milliards de dollars, il faudra les remettre sur les marchés. Et évidemment, au moment où ce sera remis sur les marchés, ce sera un choc financier considérable, puisqu'il n'y a pas en face suffisamment d'épargnants et d'investisseurs pour les acheter, donc ça provoquera un effondrement global. Donc de toute façon, il va y avoir un effondrement global du système financier. Et alors ça, c'est la première crise, c'est la crise mondiale. Ensuite, on a une deuxième crise. Nous, en Europe, on a vraiment une chance. On a la crise de l'euro, la crise de l'euro fort. Alors, tous les pays se battent pour essayer d'avoir une monnaie faible pour pouvoir améliorer leurs exportations et gagner des parts de marché. Il n'y a qu'une seule zone au monde où on a une monnaie forte, c'est la zone euro. Alors les Allemands arrivent à vivre avec parce qu'ils sont très disciplinés, leur État est très bien géré, mais les pays du sud de l'Europe ont connu un effondrement complet de leurs industries. Alors ils sont progressivement en train de faire des réformes, tous sauf un pays, le pays des fous, qui résiste aux réformes, c'est-à-dire la France. Mais cette zone euro est quand même dans une grande difficulté. Et la monnaie unique, nous l'avions dit au moment de son institution, et nous avions organisé des colloques avec Jean-Jacques Rosat et d'autres, on ne peut pas avoir la même monnaie si on a des taux d'inflation différents. Or, il n'y a pas le même taux d'inflation en Allemagne parce que les Allemands font attention à leurs dépenses publiques et n'augmentent pas les impôts sur leurs entreprises. Au contraire, les réduisent et baissent leurs dépenses publiques et sociales. Il y a plus d'inflation en France puisqu'on distribue la retraite à 60 ans, voire à 50 ans pour certaines grandes entreprises publiques. On fait les 35 heures. Toutes ces mesures sociales ont un coût pour les entreprises qui sont obligées d'augmenter leurs prix. Donc on a plus d'inflation en France, et puis on en avait beaucoup plus en Espagne ou en Grèce, où en Grèce typiquement ils mettaient la retraite à 53 ans et il y avait des fonctionnaires partout, ils organisaient des Jeux Olympiques, alors que c'est un sympathique pays de cueilleurs d'olives et d'éleveurs de chèvres, mais disons que la Grèce n'est pas une économie moderne et développée, c'est un pays où il n'y a qu'une activité touristique, et les Grecs ont eu un grand prestige et un grand rôle au niveau mondial, mais il y a 2000 ans, mais depuis ils sont quand même un peu reposée. Donc c'est une économie de pays pauvres qui a cru qu'elle était arrivée parce qu'elle avait la monnaie d'un pays riche, l'euro qui était la monnaie de l'Allemagne, mais qui aujourd'hui est dans une situation catastrophique aussi. Hein. Donc on a cet environnement mondial qui rappelle en fait la crise de 1929, qui me rappelle même plus que ça, ça rappelle la crise des années 20 en Allemagne, c'est-à-dire la République de Weimar, avec un État, c'est le seul exemple historique d'un État développé qui fait marcher la planche à billets, c'est la République de Weimar. On sait tous, ça s'est terminé dans un drame avec l'inflation, l'hyperinflation. Et puis après, on a la folie française. Alors là, donc déjà, le système financier est fou. L'Europe, l'euro, c'est une mauvaise idée si on n'a pas les mêmes politiques fiscales et sociales. Et on a les Français qui sont un pays de fous, c'est-à-dire que c'est le pays qui matraque le plus les investisseurs et les travailleurs. Et on en est arrivé à des niveaux de pression fiscale qui fait que plus personne en France n'a envie d'investir, plus personne en France Alors il y a de moins en moins de gens qui ont envie de travailler d'ailleurs, on ne se bat pas pour les heures supplémentaires, parce que si c'est pour en laisser plus des 3/4 à l'État, et c'est ce qui se passe si on ajoute les cotisations sociales, la TVA, l'impôt sur le revenu, on est à plus de 75% de prélèvements sur les travailleurs, donc il y a beaucoup de travailleurs qui préfèrent soit travailler au noir, soit arrêter de travailler, soit partir à l'étranger, etc. Et plus personne ne veut investir, on avait déjà la fiscalité la plus forte du monde sur le capital et sur le travail, et les Français ont voté pour un candidat qui a décidé d'en rajouter une couche. Donc on est dans la folie complète. Alors c'est parce que les Français ne lisent pas. Les Français ne savaient pas que les capitalistes, le pays où on tondait le plus les capitalistes et les financiers et les capitaux, les revenus de la finance, c'était la France. Mais comme on a des médias qui sont tous marxistes, une classe politique qui est marxiste, ils ne révèlent pas ces réalités. D'ailleurs, ils en sont peut-être à peine conscients. Alors quand on augmente encore plus la fiscalité dans un pays qui a déjà la fiscalité la plus démente au monde, on parle toujours des paradis fiscaux, mais il y a un enfer fiscal et il est bien localisé, il est en France, il a une forme hexagonale, il est en France.
eh bien, c'est un véritable drame, et on le voit à travers un chiffre que bien sûr les Français n'ont pas retenu puisqu'ils comprennent rien à l'économie, puis qu'ils sont plus intéressés par les scores du PSG que par les scores de l'inflation ou du déficit commercial ou du déficit. C'est pas les mêmes alors. Pas non, non, oui, mais il y a des chiffres qui retiennent. Quand le PSG gagne 4-0, oui. L'économie française ne se porte pas mieux. Elle perd 4-0. Ouais, voilà. Je suis déçu là. Oui, il n'y a pas de lien direct, contrairement à ce qu'on essaie. Moi, j'ai les journaux, je croyais que ça arrangeait nos affaires. Contrairement à ce qu'on. Donc je change d'avis alors aujourd'hui. Oui, vous pouvez. Merci Jean-Christophe. Il n'y a aucun lien entre les résultats du PSG et ceux de l'économie française. Et donc, on a le chiffre clé qui montre que tout s'effondre, c'est le chiffre des investissements directs à l'étranger. Les IDE en France, donc, sont les investissements faits par les étrangers en France. C'était 35 milliards de dollars en 2011 sous le précédent gouvernement. Une demi-année de Hollande en 2012, on est passé à 25 milliards de dollars. Et puis ils ont vu que c'était la folie complète, que c'était une haine des entrepreneurs, une haine des gens qui ont de l'argent, une haine des riches, qui était d'ailleurs annoncée par le président de la République. Donc les Français ont voté pour ça. Alors ceux qui ont voté pour ça, c'est principalement, on arrive à les reconnaître de manière assez précise, ceux qui bénéficient de la redistribution fiscale et du vol qu'on fait sur ceux qui travaillent. Donc les fonctionnaires, on vote à 85% pour Monsieur Hollande. Les dom-tom qui reçoivent 35 milliards d'euros par an votent à 77%. Les immigrés également. Les immigrés, 95% des musulmans. Même 95%. Voilà, des musulmans qui vivent dans des logements sociaux et sont les autres qui payent leur logement et qui n'arrivent pas à payer le leur. Eux, ils votent massivement socialiste. Mais ils ont commis une erreur parce qu'ils ont scié la branche sur laquelle ils étaient assis et ils n'avaient aucune notion de l'état de l'économie française. Alors c'est vrai qu'on le leur masque, mais cette année, donc en 2013, on est passé à 5 milliards d'euros. Dans les 5 milliards d'euros, donc de 35 à 5, dans les 5 milliards d'euros, il n'y a pas 1 euro d'investissement productif, ce ne sont que des rachats d'immobilier. Donc ça veut dire que la France, et on a une fuite des cerveaux des jeunes, vous avez 80% des jeunes issus des grandes écoles qui veulent aller travailler en dehors de France, tous les jeunes talents partent, tous les investisseurs, il y a plus de 7000 personnes qui ont quitté la France en 2013 avec la stupide taxe à 75% qui en fait a plus que ça puisqu'il y a déjà la moitié de charges sociales. Donc on n'est pas à 75%, c'est sur les 25. Il y en a c'est 12,5, donc on est à 87,5% de prélèvement sur le travail, plus la TVA, donc on dépasse les 90%. Donc avec cette stupide taxe, on a aussi chassé tous les pôles de décision, tous les centres de recherche, etc. La France est devenue un repoussoir de l'investissement et du travail. Et cet échafaudage politique fou, mais pour lesquels les Français ont voté, va leur retomber dessus. La France peut toujours augmenter les impôts, ça sert à rien, les gens arrêtent de travailler et les gens n'ont plus d'argent. Donc on pourra finalement leur prendre tout ce qui leur reste sur leur compte en banque, mais une fois qu'on leur a pris tous les revenus du travail et puis que les capitalistes sont tous partis et que toutes les entreprises sont ruinées, bon, on ne peut plus que faire des prélèvements sur les comptes en banque des Français, c'est ce qui sera fait, et puis à un moment donné, tout s'effondrera, ça s'effondrera probablement le jour où les marchés tireront les conséquences de l'état lamentable de l'économie française. On voit d'ailleurs que vous avez les plus grandes entreprises françaises sont dans une situation catastrophique. Peugeot, qui était un de nos emblèmes, et l'industrie automobile était la plus puissante des industries françaises, bon, ferme. Alors, ils sont en train d'être achetés par les Chinois qui prendront les technologies et iront construire des Peugeot moins chers en utilisant la technologie française. Mais Michelin aussi ferme des usines. Alcatel licencie des ingénieurs. Même Airbus monte des usines de montage aux États-Unis et en Chine. Je veux dire, il ne restera plus rien en France, pas même les poulets, pas même les abattoirs de porc, pas même les transporteurs, etc. Mais c'est le résultat de votes pour des hommes politiques qui sont ou stupides ou corrompus et intéressés uniquement par leurs petits avantages personnels. Et je pense que c'est plutôt la deuxième solution. Alors, vous venez de parcourir effectivement le monde entier, et nous arrivons en France, ici et maintenant, comme on dit. Effectivement, la situation politique est telle que aucune réforme
ne se laisse deviner à l'horizon, même au contraire. Et moi j'ai été très frappé par le déroulement de la vie politique actuelle. Ça me fait beaucoup penser à l'Union soviétique. Vous vous souvenez qu'en Union soviétique, les gens disaient ils font semblant de nous payer et nous on fait semblant de travailler. Eh bien, nous avons un pacte de compétitivité, donc ils font semblant de baisser les charges, et les entreprises font semblant de créer des emplois. Oui. Donc tout ça est une véritable tragédie. Le général de Gaulle appelait ça une logomachie, une bataille de mots. Mais quand dans un pays on en est arrivé à ne mettre face aux Français, face aux électeurs, que ce spectacle, comment voulez-vous que les gens ne se disent pas, mais ça n'est plus possible, cette classe politique n'est plus capable de diriger le pays. Alors ce qui reste encore à déterminer, c'est la distance qui nous sépare du passage à l'acte. Qu'est-ce qui va déclencher le fait que les gens, tout d'un coup, vont chasser cette classe politique? Bon, ça peut être la hausse des taux d'intérêt, ça peut être l'effondrement d'une structure publique, ça peut être bien des choses, car finalement l'État est présent partout. Mais personnellement, je crois que la vie politique française est désormais en suspens. On n'attend qu'une chose, c'est un grand coup de balai. Est-ce que c'est aussi votre sentiment ? Oui, je pense que c'est une classe politique qui n'a pas réformé depuis les années Chirac, alors qui a réformé dans le mauvais sens sous François Mitterrand. Il a aggravé les choses. Il a aggravé les choses, puisque l'impôt du suicide français, ou ISF, a été mis en place en 1981, donc ça fait plus de 30 ans qu'on chasse les riches, donc il ne faut pas s'étonner, c'était des pertes qui se comptent en centaines de milliards d'euros pour l'économie française, et c'est probablement 1 million d'emplois en moins en ayant chassé nos riches, parce qu'on leur grappille 2% de leur fortune par an, en 20 ans on en a pris 40%, seuls les masochistes restent, donc les gens très riches se sont délocalisés. Vous avez la gauche a pris des mesures absolument absurdes en augmentant encore l'impôt sur les sociétés. Tous les pays d'Europe le baissent, que ce soit le Portugal qui passe à 22%, la Grande-Bretagne aussi, l'Allemagne l'a baissé à 15%. Et l'Irlande reste à 12,5%. L'Irlande reste à 12,5% et la France le passe de 33 à 38%, alors que nos entreprises n'ont déjà pas d'argent pour investir et pour innover, et qu'il y a plus d'investissement. Et l'État prélève encore un peu plus sur les entreprises, donc elles investiront encore moins, et il ne faut pas s'étonner qu'il y ait de moins en moins de chômeurs. Il n'y a que les débiles mentaux qui ne sont pas capables de comprendre que quand on prend tout l'argent des entreprises, elles ne peuvent pas investir, et qu'elles ne peuvent pas créer de l'emploi, et que donc il y aura une hausse du chômage. Donc soit on considère que la classe politique française est du domaine de la débilité, ce qui est une possibilité, mais il y en a une autre, et qui est plus vraisemblable, ce sont des menteurs patentés, qui mentent sur tout aux Français, qui leur masquent les réalités, parce que il suffirait de lire, vous avez raison de parler du pacte de responsabilité. Il n'y aura aucune baisse des dépenses, on passe son temps à dire qu'il va y avoir 50 milliards d'euros de baisse des dépenses, mais lesquelles? Monsieur Cameron, lui, fait des baisses de dépenses, tous les mois, il licencie 30 000 fonctionnaires, alors, tous les mois, ça fait 30 000 fonctionnaires de moins à charge pour l'État anglais, il a fait passer les indemnités familiales, elles étaient jusqu'à 21 ans, elles ont été réduites à 16 ans, ça c'est l'État anglais dépense moins pour les familles, voilà, sont des chiffres. Les fonctionnaires irlandais ou grecs, on baisse leur salaire de 15%, 20% en fonction des... Et le nouveau Premier ministre italien semble indiquer qu'il allait faire la même chose. Voilà. Attendons de voir quand même, mais en tout cas, il annonce au moins ce type de mesure. Tout à fait. Donc là, on voit qu'il y a une baisse de dépenses et une amélioration. Mais en face, on nous annonce des baisses de dépenses. Ce ne sont que des blablateux, des gens qui sont dans la communication, mais qui n'ont plus aucune prise avec le réel, qui sont tellement déconnectés d'ailleurs qu'on peut parler d'une forme de folie. Et bien sûr, en face, des Français qui ont quand même voulu croire à un conte de fées, donc on travaillera moins et on gagnera plus, et on accueillera tous les pauvres et on chassera tous les riches, et on va rester riche. Bon, il fallait que ce soit un peuple qui ait arrêté de réfléchir. Donc les Français ont arrêté de réfléchir, ça fait plus de 30 ans qu'ils ont arrêté de réfléchir, ils vont se retrouver très pauvres. Et une fois effectivement que tout le système va s'effondrer, donc vous parlez probablement, moi j'imagine plutôt, mais après l'histoire peut prendre des formes étonnantes, j'imagine plutôt une hausse des taux d'intérêt sur les marchés
qui tirerait les conséquences du fait qu'on a chaque mois plus de chômeurs et que chaque mois on a moins d'entreprises et de plus en plus de faillites. Donc à un moment, les gens diront bon bah vous êtes incapable de nous rembourser puisque vous n'avez plus de créateurs de richesse. Donc il est probable que une hausse des taux d'intérêt sur les marchés sera l'événement déclencheur. Vous savez que notre dette nous coûtait pour l'année 2012 47 milliards d'euros, rien qu'en intérêt. Pour l'année 2013, on a dû faire mieux, on a dû passer les 51. En ayant emprunté en moyenne à 2,5, si les taux d'intérêt passent de 2,3 à 5 qui sont doublés ou quoi, on passe de 45 à 90 milliards d'euros. Il faudra augmenter les impôts de 45 milliards d'euros sur un pays qui n'en peut plus de payer des impôts. Et à ce moment-là, probablement, les Français descendront dans la rue, iront brûler les préfectures, les perceptions, etc., casseront tout et tout le système s'effondrera. C'est probable, on l'a vu de manière embryonnaire avec les bonnets rouges qui n'ont pas été jusqu'au bout, mais c'était ce type de logique-là, une alliance entre les travailleurs et les petits chefs d'entreprise, c'est-à-dire tous ceux qui ont un intérêt, c'est que vive l'entreprise, et au moins les Bretons, après avoir stupidement voté socialiste, ont compris qu'ils avaient un intérêt commun, c'est que vivent leurs entreprises, et que ceux qui faisaient mourir leurs entreprises, c'était tout l'État, la sécurité sociale qui prélevait tant et qui faisait mourir toutes les entreprises en France. Ça a été, ils ont commencé à saccager une préfecture, enfin ils ont été à la limite. Le mouvement a été retenu. Bon, dès que les taux d'intérêt monteront, on augmentera massivement les impôts, ça fera mourir les dernières entreprises en Bretagne et les Bretons pourront aller tout saccager, etc. Ça devrait prendre ce type de forme. Et ben voilà un programme, mon cher Jean-Christophe, qui est extrêmement encourageant. Oui, oui parce que, écoutez, après, oui, c'est encourageant parce qu'après on va peut-être remonter. Voilà, il faut en passer par un effondrement si on veut qu'il y ait un sursaut, si on veut qu'il y ait une résurgence de la France. Donc on est obligé d'effondrer un système politique, administratif, fiscal, social, qui tue les créateurs de richesse, aussi bien les travailleurs que les investisseurs. Donc le rebond ne passera que par l'effondrement. Donc de toute façon, souhaitons cet effondrement, même si ça va passer par une période de chaos, même s'il y aura probablement des morts, etc. Ça va être quelque chose de difficile à vivre, mais qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui, de toute façon, il n'y a pas d'alternative. L'évolution de l'histoire est à ce prix, on l'a vu, c'est un phénomène historique tout à fait classique. Et il est évident que quand un pays se retrouve comme la France, avec une classe politique incapable d'apporter des solutions, et c'est le cas de l'ensemble de l'éventail politique. Personne ne semble ne pouvoir échapper à cette définition. Deuxièmement, quand nous sommes quand même, qu'on le veuille ou non, dans une concurrence internationale, mondiale et européenne, et donc on voit mal. Un de mes amis industriels me disait un jour, mais ce que je n'arrive pas à comprendre avec nos dictateurs, parce qu'il le disait à juste titre, c'est qu'ils ont institué une dictature sociale, financière, caractère idéologique également, et médiatique également. Culturelle. Mais ils laissent les frontières ouvertes. C'est idiot. Oui, tout à fait. Bon, elles sont ouvertes par définition, puisque avec Internet, il n'y a plus de frontières. Mais enfin, vous n'avez pas l'impossibilité de franchir les frontières, pour l'instant. Donc, effectivement, c'est cette rencontre de deux contradictions absolument insolubles qui fait que la crise va forcément éclater. Ah oui, bien sûr. C'est d'ailleurs parmi les trois familles socialistes en France, enfin, il y a plusieurs familles de gauche en France, dont certaines s'appellent la droite, voire l'extrême droite, mais sont toutes des familles de gauche. Effectivement, le Front National, avec un programme très socialiste, est plus logique parce que, à la limite, on peut dire qu'on va offrir des gros salaires, mais à ce moment-là, il faut empêcher que les autres vendent chez soi. Parce que sinon, ou alors on peut donner de l'argent à des populations assistées, etc. Mais alors, il ne faut pas que tous les assistés de la planète puissent arriver chez vous. Donc parmi les trois socialismes, le socialisme nationaliste est plus logique, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il connaîtra une progression dans les sondages, et qu'il connaît une progression dans les sondages. Mais la solution ne passe pas par le socialisme, elle passe par la liberté d'entreprendre. Et de ce point de vue-là, d'ailleurs, l'action que nous menons actuellement sur la sécurité sociale est quand même très prometteuse dans la mesure où nous vidons
la sécurité sociale de sa substance par le nombre de gens qui la quittent et surtout qui redeviennent des gens capables de produire et capables de diriger une entreprise. Ils l'étaient déjà, mais maintenant ils en ont les moyens financiers. Et donc ça c'est un événement absolument révolutionnaire sur lequel il ne faut d'ailleurs pas se tromper. Enfin nous aurons l'occasion d'y revenir parce que c'est une action que nous menons en permanence. Quoi qu'il en soit, dans les semaines et les mois qui viennent, nous allons voir très certainement la conjonction de tous les facteurs que vous avez magistralement évoqués pendant cette émission. Et je pense qu'il va falloir que chacun prenne ses responsabilités, car la France va se retrouver doublement en panne. Oui. Panne économique et panne sociale, et puis panne de personnel politique. Oui, tout à fait. Donc on lance aujourd'hui un appel à ceux qui nous écoutent. Jean-Christophe Monique a lancé très souvent cet appel aussi. Il faut que chacun se mobilise. Il y a dans pour chacun des Français, dans sa musette, un bâton de maréchal, comme dit la chanson et comme dit le proverbe, ce qui veut dire que les Français doivent se prendre en main et ça passera très vraisemblablement, enfin je pense en tout cas, par une réduction de toute une série d'avantages indus. Oui, bien sûr, une réduction des dépenses publiques et sociales massives et une réduction des impôts sur les investisseurs et sur les travailleurs de façon à relancer la création de richesses. Nous, on distribue des richesses que nous ne créons plus, donc on est dans l'absurdie totale. Et encore une fois, il faudrait que les Français lisent, qu'ils se renseignent sur la situation économique mondiale. Je vous ai amené 2 journaux. Vous voyez, la crise ne fait que commencer, donc pour ceux qui lisent l'expansion, alors c'est un journal un numéro qui date de 2012, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ou si vous lisez The Economist, The Great Deceleration, donc on voit que les pays émergents aussi sont en train de s'engluer, que le salut ne viendra pas par la Chine ou par l'Inde, qui sont eux-mêmes couverts de dettes et qui très dépendants des États-Unis et de l'Europe. Mon cher Jean-Christophe, de rappeler qu'en 2004, nous ne passons pas notre temps à nous faire des compliments, mais une fois de temps en temps, ça n'est pas inutile, nous avions annoncé, et avec l'histoire le prouve beaucoup de justesse, que l'accumulation des dettes allait produire une crise majeure. Eh bien, nous n'avons eu à attendre que 3 ans à l'époque pour que ça se déclenche, et nous sommes encore en plein dedans. Tout à fait. Madame, mademoiselle, monsieur, j'espère que nous avons plongé dans un optimisme béat, après les analyses particulièrement judicieuses et sévères de Jean-Christophe Monique. Merci Jean-Christophe. À très bientôt. Dès que la crise éclate, vous arrivez. Oui, de façon à ce que, pour faire un commentaire. Voilà, ne vous endormez pas le soir du grand soir. Non, oui. Il faut venir aussitôt. Dès que la crise est là, vous arrivez. Et ce sera très joyeux. Cette libération des contribuables sera un grand moment de joie. Arrêtez de payer, ça fait toujours du bien. Voilà, exactement. Madame, mademoiselle, monsieur, merci de nous avoir écoutés. Bon courage à tous. Tout le monde va en avoir besoin. À bientôt. Vive la France.